Le Rendez-vous Tech est financé uniquement par ses auditeurs et pas par de la pub ou des sponsors ou des partenariats. Donc si vous voulez vous aussi participer à cette formidable aventure, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech comme l'ont fait Florian JZ, Benoît Blaché, G17, Florian Amulumi Coder, Tony Guerrero, Anthony Coco et Jeg. Merci à eux et merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les 2 semaines, on compile, on explore, on consulte absolument toutes les infos qui arrivent dans la sphère technophile et on sélectionne les histoires intéressantes, les sujets importants, on les épluche et on vous les explique dans cette émission en 1h30 à peu près toutes les 2 semaines, en essayant de faire ça dans une bonne ambiance qui vous distrait en même temps qu'elle vous informe. C'est en tout cas notre but. J'espère qu'on y arrive. Et je suis Patrick Béja, votre hôte. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai, comme tous les 2 épisodes, Jeff qui se joint à nous de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Grand plaisir de vous rejoindre, comme d'habitude. C'est un moment intéressant. On a la conférence Tech on Disrupt qui est en cours, donc vous allez entendre parler de tout ça dans vos flux favoris. Et après avoir parlé avec vous sur ce podcast, je me rends là-bas pour juger des startups. Ah bah on peut peut-être en parler un tout petit peu dans un instant, effectivement, de TechCrunch Disrupt, parce que ça concerne le Rendez-vous Tech un petit peu directement. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais on va aussi accueillir notre 2e co-animateur, à savoir Maxime Pérignon, qui nous vient du blog pour lequel il écrit iPhone100e.fr. Et également, tu as ta chaîne YouTube. Comment ça va, Maxime? C'est ça, coucou Comment tout le monde. Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube déjà? Mobile Addict, tout à fait. Ça. Voilà, coucou tout le monde, je suis ravi de vous rejoindre. Pour moi, c'est une actualité très chargée en ce moment et c'est pas terminé demain avec la sortie d'iOS 11. C'est vrai, et t'as beaucoup écrit ces derniers jours, cette dernière semaine. Donc tu as absolument tout suivi. Tu vas être parfait pour nous donner toutes les informations importantes sur toutes ces annonces d'Apple, puisque bien sûr on va préparer vos arguments pour ou contre Apple. Ils font rien de nouveau, rien d'intéressant. Ils vendent ça trop cher. Mais en même temps c'est des super designs. On adore ça parce que Apple ils font ça mieux que les autres, même si c'est plus vieux. Enfin tous les côtés. On va parler de tout ça, on va parler de l'Apple Watch, des iPhones, etc. On va aussi parler en fin de section du prix de l'iPhone 10. On y viendra un moment, mais il aura sa petite section spécifique. Et puis on aura aussi tout plein d'informations après ça sur les histoires de Equifax, le leak Equifax dont vous avez peut-être entendu parler. On va parler un petit peu de ICO, de Galaxy Note 8, de téléphones flexibles chez Samsung, de l'EFF qui quitte le W3C, ça vient de tomber, c'est énorme comme information. Google qui aurait trouvé une solution pour satisfaire l'Union européenne, enfin tout plein de choses. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur Patreon. J'ai donné l'information un petit peu en avance aux patriotes et puis on s'est retrouvés pendant la rencontre du 16, donc il y a quelques jours, avec les auditeurs. On en a beaucoup parlé, j'en ai parlé sur Twitter aussi. Figurez-vous que ma femme est enceinte et que nous attendons donc un enfant. Ça devrait arriver pour la mi-juin à peu près et c'est un truc que j'ai partagé avec énormément d'auditeurs et ça a été un moment. Alors bien sûr, c'est mi-janvier. Je ne veux pas t'interrompre, mais t'as dit mi-juin.
Ah, pardon, non, oui, tout à fait, oui, mi-juin, ça serait quand même, on annoncerait ça très tôt. Non, c'est mi-janvier, merci Jeff de la correction. Donc il risque d'y avoir des petites perturbations dans le programme, l'emploi du temps des émissions à ce moment-là, mais voilà, donc c'est un moment évidemment hyper particulier pour nous et pour les auditeurs et les patriotes et les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. Je dis nous parce que ma femme vit ça aussi de très très près et elle suit tout ça, et les gens qui nous accompagnent depuis des années entre les premiers moments des premières émissions d'Azeroth.fr et puis l'aventure No Watch et puis le travail chez Blizzard et puis quitter Blizzard, devenir auto-entrepreneur, puis la société, et puis il y a aussi eu la rencontre avec ma femme, le mariage, enfin vous avez tous suivi ça de tellement près, on se parle en fait finalement à chaque émission, je m'invite un petit peu chez vous et puis vous venez me répondre par les réseaux sociaux et par commentaires et par email. Donc c'est un petit peu un truc que là encore c'est une nouvelle étape, des trucs qu'on partage, et les réponses et les réactions que j'ai eues, je vous assure, m'ont fait incroyablement chaud au cœur. C'était d'une gentillesse, d'une bienveillance incroyable, comme toujours dans cette étrange communauté. On se croirait pas sur Internet, quoi. Donc un immense merci à tous ceux qui ont répondu, un immense merci à tous ceux qui, je n'en doute pas, ressentiront un petit quelque chose quand je vais vous dire quand je vous dis qu'on attend un enfant. À vous qui n'aviez pas d'enfant quand vous avez commencé à m'écouter et qui aujourd'hui vous êtes mariés avec des enfants, un chien, une maison, avec tout ce qu'il faut pour la vraie famille, etc. Et puis tous ceux qui ont eu des changements dans leur vie et qui ont été accompagnés par les émissions. Donc voilà, ça c'est un changement dans ma vie, et vous m'accompagnerez aussi parce que c'est quelque chose qui va bien évidemment durer un certain nombre d'années. Donc vous aurez droit à toute l'évolution de votre côté aussi. Donc oui, on risque d'entendre bientôt des gazouilles en bruit de fond sur le prochain podcast. C'est possible. On risque aussi d'entendre oui, non, mais donc tu comprends, l'iPhone c'est merde, urgence caca, je reviens, bougez pas, j'arrive. Tu vois, ce genre de truc plutôt. Donc la bonne nouvelle, c'est que les podcasts ne transmettent pas les odeurs. Exactement. Une bonne chose. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent tout ça, qui rigolent bien rien qu'à l'idée, quoi. Donc c'est super, félicitations. Donc on va faire un numéro spécial ou une version spéciale, le rendez-vous couche. Exactement, oui, il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi. Trucs et astuces pour les pères. Je te recommande d'ailleurs de suivre ce site web qui s'appelle Fatherly, Father comme le père comme en père, anglais, oui. .com. C'est plein de trucs et astuces pour les pères comme toi. Avant, pendant, après, donc voilà. ton nouveau livre de chevet, c'est un site web, mais bon. Non, très bien. Bah écoute, tout le monde m'a donné des petits conseils. Je crois que le conseil qu'on m'a le plus donné, c'est d'une part, dors beaucoup tant que tu peux, ça j'ai bien compris, et aussi écoute tous les conseils de tout le monde, mais chaque enfant est différent et donc applique le truc à ta sauce. Je crois que 50% des conseils, c'est ça en fait. Donc ça aussi j'ai bien. Ouais, tu confirmes, Jeff, toi. Pour moi qui est de l'autre côté, puisque on est maintenant sans enfants, puisque 2 enfants sont sortis de la maison, l'un est au collège, l'autre, au collège américain, donc université, donc et l'autre est en boarding school, donc en internat. Et je peux te dire, même si tu flippes et que tu suis pas tous les conseils, tout se passera très bien. Pas de souci. C'est prévu pour bien fonctionner, ouais. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, voilà pour l'annonce. Merci Jeff pour les conseils. Je suis sûr que d'autres en auront également. Mais on va quand même avancer parce qu'on n'est pas là pour parler de la vie de Patrick. Il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est le fait que notre ami Guillaume Guico, un auditeur qui nous vient de Belgique, et a eu un gros buzz autour de son application qui s'appelle Quick Lyrics, et il est parti à TechCrunch Disrupt,
dont tu nous parleras un petit peu plus tard. Donc cette compétition pour les startups, et c'est en fait il fait un petit peu plus ou moins partie de Molengeek, qui vient de Molenbeek, bon plus ou moins, et donc il a la chance d'être à TechCrunch Disrupt, et c'est un truc qu'on a suivi nous dans le Slack des patriotes, et il y a eu plein de trucs, plein de retournements, c'était un petit peu un tourbillon pour lui, et vous le connaissez peut-être si vous écoutez le Rendez-vous Jeu, il fait partie de ceux qui couvrent l'E3, les auditeurs pour l'épisode spécial auditeur, et il est venu dans quelques épisodes de temps en temps. Donc on est super content pour lui, on espère que ça va bien se passer à TechCrunch Disrupt. Et si vous êtes à San Francisco et que vous passez à TechCrunch Disrupt, passez dire un petit bonjour à Guillaume, son appli c'est Quick Lyrics, et il a donc il a eu plein d'articles, parce qu'il est un petit peu dans la mouvance Molengeek, tout ça, et il a eu plein d'articles, il a parlé à plein de gros médias américains, tout ça, c'était une aventure super sympa à suivre depuis le Rendez-vous Tech en fait. Donc on est très content pour lui, on espère que ça va bien se passer là-bas. Nous on suit tout ça sur le Slack évidemment, et on vous tiendra au courant dans les prochains épisodes. Donc, écoutez, on arrive enfin à la partie Apple Event. Donc, on va couvrir un petit peu rapidement l'Apple Watch et l'Apple TV, et puis on parlera ensuite de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10. D'abord, les trucs à retenir sur l'Apple Watch, puis le truc à retenir sur l'Apple TV. Alors, l'Apple Watch, il y a une nouvelle série avec un nouveau processeur, nouveau composant. Finalement, c'est un petit peu que le processeur, mais surtout il y a un modèle avec connexion cellulaire, donc carte SIM virtuelle en fait, et connexion 4G. Il faut un abonnement en plus pour les 6 premiers mois, c'est une exclusivité Orange. J'imagine qu'à terme ça sera proposé sans forcément d'abonnement en plus, mais bon, on verra. Oui Maxime, tu me corriges déjà, vas-y, n'hésite pas. Non, c'est juste que en fait d'après une source d'hygiène que j'ai lu récemment, c'est Apple et Orange en fait auraient signé un accord exclusif pendant 6 mois, et normalement peut-être au bout de 6 mois ce serait possible que les autres opérateurs puissent commencer aussi à proposer l'Apple Watch cellulaire. C'est ce que je pense, oui. Je pense que ça arrivera. C'est une petite exclusivité avec leurs partenaires historiques, on va dire. Et puis après, ça changera. Donc, elle sera disponible peut-être chez plus d'opérateurs. Donc, pas de nouveautés incroyables. Le truc principal, c'est cette puce LTE, cette puce 4G. Est-ce que l'idée de pouvoir avoir donc une montre complètement indépendante qui peut par exemple faire streamer de la musique avec Apple Music, donc avec vos écouteurs sans fil, ça vous intéresse un petit peu plus que l'Apple Watch sans carte SIM ou pas? Peut-être Jeff, je sais que t'es pas super fan de l'Apple Watch, donc est-ce que là tout à coup ça t'intéresse ou pas du tout? Je pense que l'application à laquelle je pense immédiatement, c'est plutôt les applications médicales, c'est-à-dire en fonction des nouveaux senseurs qui vont développer nouveaux capteurs qui vont développer particulièrement sur le rythme cardiaque. Je pense qu'il y a des applications de type détection d'arythmie avec la possibilité d'envoyer des alertes. Donc, à mon avis, un côté médical intéressant. Par contre, déjà il y a un gros problème de capacité de batterie avec l'Apple Watch normale, je dirais. Si tu rajoutes de l'LTE, du streaming, je veux dire, t'as ta montre pour 2 heures, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Maxime, je suis pas convaincu. Moi, je suis c'est justement un modèle que j'attendais, la 4G cellulaire, parce que avant le fait d'être dépendant, ça me dérangeait d'être dépendant de l'iPhone. Après, ce qu'il faut, c'est surtout pas... il y aura un problème d'autonomie, parce que j'ai vu que ça pourrait pas durer plus d'1 heure en conversation 4G, donc c'est limite si jamais t'as ta chérie au téléphone, tu dis « Chérie, je dois raccrocher, ma batterie est en train de fondre. » C'est ça, ouais. Et au niveau du capteur cardiaque, c'est déjà assez fiable, parce qu'il y a l'université de Californie qui avait fait récemment une étude avec... je crois que c'est l'université de Californie à San Francisco qui a fait une étude avec les développeurs de cardiogramme. Je sais pas si vous connaissez l'application. Ouais. Et c'est une étude qui a porté sur 6000 personnes, et d'après les résultats, ça a pu détecter avec justesse dans 97% des cas des personnes avec des problèmes cardiaques. Oui, des problèmes d'arythmie, effectivement. Mais du coup, pour ça qu'Apple, ouais.
C'est un truc dont ils ont parlé d'ailleurs dans la conférence et risque d'étendre un petit peu ce programme à d'autres personnes peut-être qui acceptent de participer à l'étude, mais ça pourrait être disponible. Le truc c'est que c'est disponible sur toutes les Apple Watch parce que généralement t'as ta montre à côté de ton réseau Wi-Fi ou de ton téléphone. Donc le seul vrai intérêt de l'Apple Watch avec connexion LTE, c'est si tu sors sans ton téléphone et c'est le seul moment où tu vas peut-être avoir une utilisation de cette version LTE, de cette capacité LTE. Et j'ai l'impression que ce qu'il montrait vraiment, c'était les cas d'utilisation pour les sportifs, vraiment. Et je crois que c'est la cible première des utilisateurs d'Apple Watch. C'est pas la seule cible, mais c'est vraiment la cible première des utilisateurs. C'est-à-dire que c'est avant tout un outil pour les gens qui font du sport ou veulent surveiller leur santé et ce genre de choses. Donc je crois qu'il se recentre un petit peu sur la cible de l'Apple Watch. Et dans le cadre où tu veux sortir courir, tu dis peut-être j'ai mes écouteurs sans fil, mon Apple Watch 4G, et donc j'ai pas besoin de prendre mon téléphone. Ça peut être un petit avantage, on va dire, mais bon, voilà, ça reste quand même pas un énorme public, je crois, ou en tout cas, le cas où les gens seront intéressés par la 4G sur l'Apple Watch, c'est quand même relativement limité, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Okay. L'Apple TV a été donc upgradé en version 4K, sensiblement au même prix que l'Apple TV actuelle, ce qui est pas si surprenant. Il y a deux choses qui sont à retenir dans ces annonces. D'une part, l'arrivée de OCS, MyCanal, Molotov dans l'appli TV, avec un onglet sport aussi. On imagine que qu'il y aura l'onglet sport de l'appli TV pour les sports en France également. Mais l'appli TV, vous vous souvenez, c'est cette application spécifique à l'Apple TV qui réunit tous les contenus de toutes les apps que vous avez installées. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chasser dans quelle app est disponible tel contenu. Vous allez dans l'appli TV et ça va vous dire directement si je veux telle série, elle est dans telle ou telle app. C'était déjà disponible aux États-Unis. Ça arrive en France et dans d'autres pays également. Donc ça, c'est simplement une question un petit peu pratique, quoi. C'est pas la fonctionnalité de l'année, mais c'est juste un petit truc pratique qui arrive en France aussi. Il y a également un autre élément qui est intéressant, c'est le fait que les films en 4K ou plutôt en UHD, en Ultra HD, seront disponibles au même prix que les films en HD. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que on avait entendu des rumeurs, peut-être d'ailleurs qui ont été diffusées par Apple, selon lesquelles les studios refusaient de vendre leurs films UHD ou 4K au même prix que les films HD. Ils voulaient mettre 5 ou 10 euros de plus. Et l'autre grande nouvelle, c'est qu'il y a une mise à jour gratuite de tous les films que vous avez achetés. On parle d'iTunes, bien sûr, de tous les films que vous avez achetés sur iTunes. Si vous les avez achetés en HD, eh ben ils seront désormais disponibles en 4K gratuitement. Et ça, c'est le cas pour tous les studios, tous les majors, sauf Disney avec lesquels ils n'ont pas encore signé. On imagine que ça sera possible aussi parce qu'ils ont quand même une très bonne relation avec Disney. Donc voilà, ça c'est la chose à retenir sur l'Apple TV. Je pense que là, on peut poser la question, mais est-ce que ça vous intéresse? Bon, elle a un processeur plus rapide, mais bon, ça sur l'Apple TV, ça va pas changer la face du monde. Le seul intérêt, c'est si vous avez déjà une télé 4K, ceux qui l'ont seront peut-être intéressés, ceux qui l'ont pas, bah ils s'en foutent quoi. Je pense que c'est un peu ça, n'est-ce pas? Alors moi c'est pas le cas parce que je suis pas intéressé parce que je regarde pas beaucoup la télé, j'y pense pas non plus d'un écran compatible, donc je suis pas trop, on va dire, le public visé par cette nouvelle Apple TV, mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'autres personnes, d'autres utilisateurs. Bah c'est ça, si t'as une télé 4K HDR, oui, sinon non. Moi je dis toujours que l'Apple TV c'est le produit le pire que Apple ait jamais déployé, parce que on en a 4 ou 5 ici pour chacun de nos écrans et ce machin ne fonctionne jamais. C'est vrai. Donc à chaque fois que tu veux connecter ton écran dessus, ça se connecte pas et puis tu perds la connexion. Enfin franchement, on a des problèmes de fiabilité sur ce bousin. Alors j'espère qu'ils ont changé le processeur et qu'ils ont peut-être fixé les bugs, parce que franchement j'utilise dans mon bureau, j'ai mon écran juste à côté, là je prends un câble parce que ça me fait trop chier d'essayer de connecter. Ah, tu veux dire en connexion sans fil? En connexion sans fil, en termes de fiabilité, en termes de temps qu'il faut pour que ça fonctionne, franchement c'est pas un produit Apple digne de ce nom, quoi.
C'est marrant parce que moi, elle est connectée en HDMI, mais moi, j'en suis assez content de la mienne. Je l'utilise que sur un écran et en filaire, donc peut-être que c'est pas le même problème. Mon écran c'est connecté en HDMI à l'Apple TV, mais après, ce sont nos laptops qui se connectent sur l'Apple TV pour pouvoir faire des présentations, afficher les écrans, etc. Et on a des problèmes de connexion. Mais bref. C'est ça. Ouais, bon. Ok. Ouais, donc toi, pas content. Moi, relativement content, telle qu'elle est. Mais bon, à la limite, comme on disait, ça va pas changer votre avis sur l'Apple TV. C'est juste que c'est la même en 4K. Donc après, voilà. Avec cette histoire que les films sont au même prix. Ce qui est quand même ça, c'est cool. Une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, quand même. Ouais. En même temps, ils sont plus chers qu'un Blu-ray acheté sur à la Fnac ou Amazon ou Dieu sait où. Donc bon, heureusement ils vous ont pas. C'est peut-être comme ça qu'ils ont fait passer le truc d'ailleurs. Ils ont dit, écoutez, vos films en numérique sont déjà plus chers que les versions physiques, donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas encore augmenter le prix en numérique, sinon vous allez juste pas en vendre, quoi. Bon, bah écoutez, passons au plat de résistance de cette conférence, c'est-à-dire les iPhones, et on va commencer avec l'iPhone 8, qui est... alors, pour résumer les choses, je dirais que c'est un petit peu un iPhone 7S. Souvenez-vous que l'année dernière, c'était l'iPhone 7, et là, on est passé non pas à l'iPhone 7S, mais à l'iPhone 8. Bah, ils auraient pu l'appeler l'iPhone 7S. Les différences qu'il y a avec l'iPhone 7, c'est bien sûr, meilleur processeur, meilleur écran, c'est-à-dire écran two-tone qui adapte les couleurs à votre environnement pour que les couleurs soient toujours respectées. Comme je disais, nouveau processeur, c'est le A11 Bionic. J'ai toujours pas compris ce qu'il a de bionique, mais enfin bon, c'est un bon branding, ça sonne bien. Il a 6 corps, donc 2 corps performance et 2 corps qui sont plutôt efficaces, c'est-à-dire qu'ils consomment moins. Des nouveaux capteurs de photos, Bluetooth 5.0 au lieu de 4.0, et bien sûr avec le dos en verre, cette histoire de chargement sans fil avec le standard Qi qui s'écrit QI, qui va du coup certainement démocratiser. Il y a plusieurs standards qui sont plus ou moins en concurrence avec le Qi qui est plutôt le prédominant, mais là ça va finir d'asseoir sa prédominance. Et puis après, le reste des améliorations, ils ont fait une grosse partie sur la réalité augmentée avec des capteurs qui sont optimisés pour la réalité augmentée, c'est-à-dire les appareils photo, le gyroscope, le processeur A11, etc. Donc ils ont fait un gros chapitre sur ça. On a déjà parlé de la réalité augmentée, mais bon. À part ça, il y a pas grand-chose qui puisse être mis en exergue comme le truc qui fait que l'iPhone 8 est vraiment différent des prédécesseurs. Bon, je dirais ce que j'en pense dans un instant, mais du coup, on va inverser. Maxime, un avis sur cet iPhone 8 ? Alors moi, je suis pas excité du tout par cet iPhone-là. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler un iPhone 7S parce que il reprend le même design il reprend un design qui date de 2014. En fait, c'est le design de l'iPhone 6 finalement. Mais c'est ça, c'est exactement le même design. Ouais. Et il ajoute très peu de choses pour ceux qui ont déjà un iPhone 7 ou même un 6S. D'ailleurs, et en plus la proximité de lancement et l'écart de prix qui est pas énorme entre l'iPhone 8 et l'iPhone X fait que d'ailleurs c'est un peu plombé le lancement de l'iPhone 8. C'est vrai que c'est la première fois qu'en quelques années qu'il reste des iPhones disponibles à la précommande après le premier week-end. Et ouais, tout à fait. Je pense que on va parler de l'iPhone 10 dans un instant, mais je pense que il y a beaucoup plus de gens qu'on aurait imaginé qui sont plutôt intéressés par l'iPhone 10 parce que comme tu le dis, l'iPhone 8, c'est pas qu'ils en ont pas, c'est qu'il est encore disponible. Vous pouvez encore aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, vous pouviez le commander aujourd'hui, donc 4 jours après l'ouverture des précommandes, et vous pourrez le recevoir à la sortie, c'est-à-dire dans quelques jours. Et c'est généralement les précommandes se partent, on va dire, au bout de quelques heures maximum, quoi. Jeff, un avis sur cet iPhone 8 ? Je suis d'accord avec Maxime. C'est les perfs sont intéressantes, c'est-à-dire que l'impact de la chip du processeur bionique, a priori, ça devrait te donner un téléphone qui va être plus rapide. Mais c'est vrai que si tu as un iPhone 7 que je regarde à l'instant, il n'y a pas vraiment de raison d'upgrader. Surtout quand tu regardes l'iPhone 10, il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est là où je comprends pas forcément la stratégie qui a été d'amener les deux téléphones en même temps avec un prix
d'un côté enfin je sais pas, c'est super bizarre qu'Apple ait fait cette approche. Bah, je pense que l'explication est très simple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plein de gens qui disent oui, c'est parce qu'ils veulent upscaler les gens de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Enfin, il n'y en aura pas assez des iPhone 10 de toute façon. Ils ont une capacité de production très faible. Et le problème, à mon sens, est complètement là. C'est qu'ils n'ont pas une capacité de production parce que dans le monde, on fabrique pas assez d'écrans de ce type-là de production suffisante pour l'iPhone 10. Donc, ils étaient obligés, tout simplement, de faire un autre modèle qui était plus facile à produire, plus facile à produire en quantité, et donc ils étaient obligés de faire l'iPhone 8. C'est aussi bête que ça. À mon sens, ça s'explique exactement comme ça. Et là, la capacité de production est simplement dans les mains des fondeurs. Ça a rien à voir avec l'innovation ou l'inventivité d'Apple. C'est juste que ce type d'écran qui sont aujourd'hui qui sont disponibles dans telle quantité, ils ont dit on en veut X millions, X dizaines de millions sur l'année. Et est-ce que combien vous pouvez en produire? Tant. Ok, on va faire ça. Sauf que nous, des iPhones chaque année, on en vend 3 fois plus ou 4 fois plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, il faut forcément faire un iPhone en plus. Et c'est pour ça qu'on a, je crois, l'iPhone 8, qui, d'ailleurs, tu disais, il n'y a pas de photo. Les appareils photo sont l'un des éléments qui sont toujours un petit peu améliorés. Et c'est vrai que j'ai vu entre un iPhone 6S, le mien, et un iPhone 7 qu'avait un des auditeurs à notre rencontre du 16, il a fait une photo en mode portrait et j'avoue que j'ai été surpris. Moi, je pensais pas que les photos étaient si différentes d'un modèle à l'autre. On n'a qu'une année d'écart et effectivement, en mode portrait, c'est quand même assez frappant. La qualité avec cet effet bokeh de fond, ça rend vraiment bien. Et là, il y aura d'autres améliorations à l'appareil photo, notamment je crois que ça sera peut-être disponible sur le 7, ceci dit, mais ce mode portrait éclairage qui vous permet de en fait différencier le sujet du pris en photo du fond, et vous pouvez faire ce que vous voulez sur les deux. C'est-à-dire que vous pouvez même carrément faire entièrement disparaître le fond, faire un éclairage un petit peu dramatique en noir et blanc qui rend pas mal. Donc ça, c'est un petit truc en plus, mais enfin bon, c'est pas non plus. Parce que le 7 Plus avec ses deux caméras faisait déjà ça. Hein. Pas forcément à ce niveau-là, mais t'avais pas avec l'éclairage. Différence de qualité. Pas avec l'éclairage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'éclairage. Alors ça, je suis pas certain. Peut-être que Maxime, tu peux nous le dire. Est-ce que ce portrait lighting, l'éclairage du portrait est exclusif à l'iPhone 8? Je suis pas sûr, mais a priori c'est que du logiciel, donc il pourrait le faire l'iPhone 7. Je suis pas sûr du tout parce que moi j'ai un iPhone 7 Plus avec la dernière version, la Golden Master, et j'ai pas ce mode-là, à moins qu'ils l'activent plus tard avec une mise à jour mineure, comme ils l'ont fait pour le mode portrait de l'iPhone 7 Plus. D'accord. Bon, on verra, mais en tout cas, ce mode rend pas mal. J'ajouterais à ce niveau que quand on dit c'est un iPhone 7S en quelque sorte, en fait, tu parlais du processeur, Jeff, ça fait maintenant, je dirais 5 ans que tous les téléphones mobiles du monde sont un petit peu des évolutions. On a atteint un niveau de puissance où depuis, on va dire 4-5 ans, un nouveau téléphone, si vous prenez celui de l'année précédente et de l'année en cours, les évolutions sont relativement minimes. On peut parfois être surpris quand on regarde les évolutions sur 3-4 ans du nombre de différences qu'il y a, parce que à chaque fois qu'on regarde d'une année sur l'autre, on se dit c'est pas grand-chose, et puis au final, sur 3-4 ans, ça évolue quand même. Mais effectivement, d'une année sur l'autre, c'est pas juste avec cet iPhone, ou même si on regarde les autres téléphones d'autres constructeurs, généralement, d'une année sur l'autre, c'est pas non plus des trucs qui font retourner la tête aux gens, comme c'était le cas sur les 5 premières années des téléphones, des smartphones mobiles. Donc, à ce niveau-là, je trouve que les critiques sont souvent, que ce soit pour Apple ou pour d'autres, c'est pas qu'elles sont injustifiées, mais qu'elles sont un petit peu passées, quoi. On le sait et il faut l'avoir intégré, sinon c'est juste qu'on comprend pas le marché, en fait. C'est pas que les critiques sont pas justifiées, c'est qu'elles sont pas adaptées à l'état du marché depuis maintenant 4 ou 5 ans. Donc on est obligé de le savoir aujourd'hui. Donc voilà pour cet iPhone 8, et maintenant le vrai gros morceau, l'iPhone 10. Et comme je disais, on va parler du prix en fin de section.
Mais avant de parler de la question du prix, qu'est-ce qu'il a cet iPhone 10 ? Donc c'est un petit peu un iPhone qui célèbre les 10 ans de la sortie de l'iPhone. Entre parenthèses, on passe donc, vous l'avez bien compris, de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. C'est un petit peu la mode Microsoft, hein. Ils ont été précurseurs sur le coup, comme le disait notre ami Cassim, avec le passage de Windows 8 à Windows 10. On imagine que quelque part Samsung trouvera un moyen de passer du Galaxy S8 et du Note 8 d'une certaine manière au 10 parce qu'ils veulent pas être un en retard dans la perception des utilisateurs. Mais bon, bref, peu importe. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un écran qui s'appelle Super Retina Display, qui est en fait un écran OLED. Ils ont fait une petite pique à leurs concurrents en disant enfin les écrans OLED sont assez bons pour être dignes d'arriver dans l'iPhone. Bon, ça a un petit peu fait rigoler, mais c'est un écran de 5,8 pouces, donc plus grand que les écrans des modèles 6 Plus ou 7 Plus, ou 8 Plus d'ailleurs, avec un écran donc True Tone HDR et également le chargement sans fil, toujours avec ce standard Qi ou Qi. Et évidemment cet écran bord à bord qui est comment dire, je dirais qu'il a quand même une petite bordure, mais il fait un bon 95% de la surface du téléphone. Et évidemment, l'autre nouveauté en dehors de cet écran, c'est le Face ID, qui est donc la reconnaissance faciale, qui est différente des reconnaissances faciales qu'on a eues jusqu'à maintenant, en ce sens que elle fait une vraie reconnaissance 3D de la forme de votre visage et qu'elle devrait donc être beaucoup plus fiable que la simple reconnaissance plate de la position de vos yeux, de votre bouche, de votre nez, qui était plus facile à tromper avec des photos. On avait vu beaucoup d'exemples là-dessus. Il faudra le tester une fois qu'il sera disponible, mais il semblerait que ça soit beaucoup plus fiable. Et donc, il sera disponible beaucoup plus tard, comme on l'a mentionné, fin octobre pour les précommandes et début novembre pour le lancement lui-même. Alors, Jeff, cet iPhone 10, qu'en penses-tu ? On entend un soupir là tout à coup. C'est intéressant. Je prends ma inspiration avant de parler. C'est intéressant de voir les fonctionnalités qu'ils ont décidé de mettre en avant comme étant révolutionnaires. Donc que ce soit le nouvel écran, que ce soit le chargement sans fil, c'est disponible de l'autre côté. Effectivement, comme tu le disais, c'est intéressant qu'ils aient choisi Qi, alors qu'a priori AirFuel était éventuellement un peu favori il y a encore quelques mois. Donc on verra en fait s'il gère les deux, parce que Qi a quand même des limitations. Moi, c'est celui que je vais acheter. Intéressé de voir ce que Face ID, donc ce protocole qui permet au téléphone de te reconnaître. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je pense que on va avoir des situations rigolotes, surtout où si t'as des lunettes, pas des lunettes, etc., en fonction des conditions. La barbe, etc. Ils disent que ça marche avec la plupart des lunettes, et même si t'as la barbe, si t'as des cheveux différents. Mais oui, il faudra tester, quoi. Bah voyons. Et donc en fait c'est plus le côté un peu accès différent, méthode d'accès différent, pas le home button qui m'attire, mais c'est pas pour autant que je suis super excité. C'est-à-dire que en tant qu'investisseur, de toute façon, c'est mon job, c'est mon excuse aussi, de tester tous les gadgets possibles et imaginables de manière à comprendre quel va être l'impact pour les développeurs d'applications de ces nouvelles plateformes. Donc super intéressé de voir ce que Apple a mis dans cette révolution pour les 10 prochaines années. C'est ce que Tim Cook a présenté lors de sa keynote. Cela dit, de la même façon que tu fais une comparaison avec, je sais plus si c'était le Galaxy S6, où en gros tu avais quasiment les fonctionnalités déjà dans cette version des téléphones de Samsung, c'est pas non plus complètement super révolutionnaire, quoi. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord sur ces points. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas été, de toute façon, j'étais pas été très surpris par ce qu'ils ont annoncé, parce qu'on savait déjà un petit peu tout à l'avance, mais je suis assez curieux de tester, comme dit Jeff, de cette nouvelle technologie, et de voir aussi ce que les développeurs vont faire avec, puisque, à ce que j'ai compris, elle serait en partie ouverte via une API aux développeurs.
Pour la réalité augmentée, oui, ils ont donné des exemples. Oui, alors, enfin, le système, enfin, c'est le système embarqué en fait qui est en façade, qui serait aussi ouvert en partie aux développeurs, parce que j'étais étonné, parce que d'habitude quand Apple introduit une nouvelle technologie, il la verrouille pendant 1 ou 2 ans avant de l'ouvrir aux développeurs. Là, a priori, ils y auraient accès. Donc, je pense qu'on peut avoir des cas d'utilisation qui peuvent être assez sympathiques, mais il faut voir ce que les développeurs vont faire. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Bah, tu mentionnais donc cet accès aux technologies. Ils ont fait un petit flanc sur l'animoji, les animoji qui sont donc ces emojis d'animaux qu'on peut animer en fonction de nos mouvements de visage et qui vont donc les reproduire. J'avoue que c'était un petit peu... Enfin, je sais pas à qui ça s'adresse, ce genre de truc. Est-ce que c'est aux adolescents qui vont se balader avec des iPhone 10 ? Est-ce que c'était plus une démo pour leur capacité de reconnaissance faciale et d'une certaine manière de la peut-être pas la réalité augmentée, mais enfin, oui, cette technologie à la base. Mais moi, je dirais il y a un truc qu'ils ont quand même bien fait, c'était nous convaincre, présenter ce Face ID comme un digne remplaçant et pas technologie parallèle, mais un digne remplaçant du Touch ID. C'est-à-dire que en arrivant, moi je me disais oulala, est-ce que ça va pas être genre on n'a pas réussi à faire le Touch ID, donc on met le Face ID un petit peu à la place, machin. Mais la manière dont ils l'ont présenté, j'ai trouvé que c'était assez convaincant cette idée que le Face ID est meilleur que le Touch ID. D'ailleurs, ils ont mis ces chiffres en avant, c'est-à-dire la chance qu'il y ait une personne qui puisse débloquer le Touch ID, une personne au hasard, est de 1 sur 50 000. Donc c'était déjà pas grand-chose, mais enfin c'est marrant. C'était pas une donnée qu'ils ont donnée quand ils ont présenté le Touch ID. Hein, ils s'en sont bien gardés. Mais donc c'est 1 sur 50 000, et avec le Face ID c'est 1 sur 1 million. Donc ils ont vraiment ils ont insisté sur le fait que c'était un appareil qui était beaucoup plus, un système qui était beaucoup plus sécurisé que le Touch ID. Bien sûr, il faut mentionner le fait que ça veut pas dire que c'est forcément un système qui est entièrement 100% sécurisé. C'est un petit peu comme il y a beaucoup de gens qui ont dit ah oui, mais du coup si quelqu'un te prend ton téléphone et te le met en face du visage, et ben il peut le débloquer. Si la police t'arrête, et ben ils peuvent te le débloquer en te le mettant en face du visage. Enfin, tous ces cas d'utilisation un petit peu Oui, vas-y. Oui, juste une remarque. En fait, ça peut être désactivé très rapidement en appuyant sur 2 boutons, en fait, ce système. Tout à fait. C'est-à-dire que si on appuie sur un bouton de volume et le bouton, le side button, qui s'appelle maintenant side button, puisque c'est plus uniquement pour le allumer et éteindre le téléphone, ça désactive le Face ID, mais même au-delà de ça, il y a par exemple le fait que si on a les yeux fermés, et ben ça ne débloque pas le téléphone. Donc on peut pas vous le mettre en face du visage quand vous dormez. Et puis toutes ces préoccupations sont un petit peu exactement les mêmes que pour le Touch ID. Tout ce on pourrait reprocher à la détection de visage, on peut un petit peu la reprocher à la détection de l'empreinte digitale. On se souvient qu'il y avait une mère un enfant qui avait utilisé le doigt de sa mère qui dormait pour acheter $250 de jeux, de je sais plus quoi, dans un jeu sur iPhone, quoi. Oui, Jeff? Oui, j'allais dire, on peut te couper le doigt, on peut pas vraiment te couper la tête, mais oui. C'est vrai que si tu pousses l'argument au bout, c'est vrai que tu vas avoir un certain. Enfin, moi, j'avoue que je pense pas franchement à Face ID du côté sécurité. C'est plus la prochaine étape dans l'aspect personnalisation, c'est-à-dire que maintenant tu vas admettre d'avoir un téléphone qui va en permanence scanner ta tronche. Et au fur et à mesure, tu vas avoir des programmes qui vont en gros analyser les réponses que tu vas avoir, les réponses émotionnelles que tu vas avoir sur le visage, et ça va permettre en fait de passer à un stade, je dirais supplémentaire de personnalisation, de voir comment tu réagis à une application, à un contenu, à une ad. Et donc c'est pour ça que ce type de technologie est à la fois intéressante, mais aussi c'est un peu creepy, quoi. Tu te demandes où ça va aller.
C'est vrai que cette utilisation-là, à mon sens, est beaucoup plus un danger, une préoccupation, on va dire, que tout ce qu'on a entendu. J'ai vu des articles un petit peu ridicules où les journalistes pas bien renseignés disaient ah bah voilà, Apple va avoir toutes vos données biométriques sur votre visage, c'est hyper dangereux, machin. Non seulement Apple n'a aucun intérêt à récupérer ces données-là, intérêt commercial, j'entends, parce que ça serait un scandale monstrueux, mais en plus ils insistent bien sur le fait que ces données, comme pour le Touch ID, comme pour vos données d'empreinte digitale, sont conservées en local sur le téléphone, et tout l'apprentissage se fait sur le téléphone, et les données sont conservées dans la fameuse Secure Enclave qui est inaccessible par les applications. Donc sur ce point, on n'a pas de raison, à moins d'être un petit peu conspirationniste, on n'a pas de raison de douter de cette information, parce que simplement c'est dans leur intérêt de garder ces informations privées. Alors oui, après on va me dire oui, mais regarde, la NSA nous espionne, et pendant des années on nous disait que c'était pas le cas et qu'on était conspirationniste, et on s'est rendu compte que c'était le cas. Oui, certes, mais c'est pas parce que les éclairs ont tapé quelque part une fois que ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va prédire un truc improbable, bah forcément c'est le cas. Moi je crois que là, en l'occurrence, il y a peu de danger sur le fait que Apple transmette ces informations ni à ses serveurs ni à qui que ce soit. Ceci dit, ce que tu dis toi, Jeff, peut être une interrogation, c'est-à-dire que les applications, si elles peuvent effectivement accéder à Face ID avec autorisation d'utilisateur, peu importe, c'est comme une application veut accéder à votre caméra, veut accéder à vos contacts, etc. Bah, ils demandent l'autorisation, mais après, qu'est-ce qu'ils font de ces données? Bah, ça va être un nouveau casse-tête auquel il va falloir répondre. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. La question de Apple qui emmagasine dans son Evil Lair les données de millions d'utilisateurs, les visages de millions d'utilisateurs, je crois que c'est un petit peu conspirationniste quand même. Donc voilà, à côté de ça, ils ont de meilleurs appareils photo, ils ont bref, toutes ces autres améliorations qui sont finalement pas si incroyables que ça. Ils ont beaucoup insisté au fait sur ARKit, sur la réalité augmentée dans la partie sur l'iPhone 10 et dans la partie sur l'iPhone 8. Donc il y a vraiment eu une grosse composante réalité augmentée. C'est vrai que la réalité augmentée est impressionnante techniquement avec l'iPhone 10 parce qu'il a une vraie conception, une vraie modélisation du visage. Donc on peut mettre carrément de la peinture sur votre visage, c'est hyper stable, ça marche hyper bien. Est-ce que ça va vraiment être utile? Ça, c'est une autre question à laquelle je pense qu'on peut pas vraiment encore répondre. Et pour donner mon avis sur l'iPhone 10 en général, moi je suis ressorti de la conférence un peu moins convaincu que j'y suis rentré. J'ai commencé à regarder avec ma carte bleue à la main, genre c'est bon Apple, prends mon argent, il est temps de changer de téléphone. À la fin, je me suis dit bon, je vais quand même attendre les premiers tests. Il est quand même probable que j'essaye d'en obtenir un avec cette excuse comme Jeff que c'est pour le boulot. Donc c'est une raison de plus pour essayer d'en avoir un, mais bon, comme je disais, depuis 5 ans, c'est pas non plus l'enthousiasme fou avec ces téléphones, et donc c'est pas dans ce contexte, dans ce cadre que moi j'y vais. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de passion et d'excitation autour de toutes ces annonces, et d'Apple souvent qui, malgré tout ce qu'on peut dire, donne le là dans le marché du téléphone, et que ça nous plaise ou non, c'est le cas, pour des raisons justifiées ou non, c'est le cas. Mais je pense qu'il est important, et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission, c'est de calmer un petit peu les passions quand même, parce que c'est ni dans un sens ni dans l'autre. Les gens qui sont hyper excités par ce téléphone, qui vont vous dire Apple fait mieux les choses que tout le monde, ou Apple c'est des charlatans qui vont vous vendre du vent pour 14 fois le prix des autres. Ni dans un sens ni dans l'autre, c'est vraiment justifié. Donc moi je dis il faut calmer ce genre de passion et être un petit peu raisonnable. Ces deux téléphones sont de bons téléphones haut de gamme qui sont parfaitement performants. Si vous voulez des trucs nouveaux et avoir vraiment le top de la technologie, vous pouvez y aller, mais tout le monde accepte également que n'importe quel téléphone à 500-600 € fera à peu près la même chose, et que n'importe quel téléphone à 350-400 € fera largement acceptable, même s'il n'y a pas tous les
toutes les choses spécifiques que font les téléphones haut de gamme. Donc voilà, je crois que là tous les gens raisonnables sont d'accord sur ce point, non? Oui, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu as, quel téléphone tu vas avoir, c'est à toi de décider si c'est le moment de faire un plongeon sur un truc qui est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que tu vas devoir t'habituer au téléphone, à la plateforme. Je pense que la nouvelle caméra va être intéressante, donc c'est pour ça que je veux le faire. Mais c'est vrai que, comme toi, si jamais c'est effectivement très difficile d'avoir le téléphone, qu'il faut se jeter sur les précommandes, etc., je sais pas si je vais le faire, parce que franchement, c'est pas le truc dont je brûle quand j'y pense. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord. Tu n'hésites pas à intervenir, hein, oui, Maxime, ça quand tu as. Ceci dit, si on est également honnête pendant 2 secondes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont... Wait, what? Un tout petit peu honnête, un tout petit peu. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui auront leur iPhone 10 et qui vont se la jouer modeste, mais qui seront quand même assez fiers d'avoir leur iPhone 10. Et je vous avoue que même si je ne brûle pas d'envie d'avoir un iPhone 10, parce que objectivement c'est pas un truc qui va avoir des capacités très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, si je finis par en acheter un et que je réussis à en avoir un, eh ben, je serai quand même fier de l'avoir. Ça me fera, moi, un petit plaisir de geek à moi. Et c'est sur ce point que j'aimerais arriver à la question du prix, qui a fait beaucoup débat. Je pense en France en particulier. Je crois pas que ça ait fait autant de bruit aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais on a beaucoup entendu la comparaison un petit peu, enfin, compréhensible, mais un petit peu facile de, voilà, c'est un iPhone qui coûte le prix d'un SMIC. Avec beaucoup de gens outrés, beaucoup de gens scandalisés qui disaient ça sert à rien d'avoir un téléphone à ce prix-là, c'est pas justifié d'avoir un téléphone à ce prix-là, etc. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé, quoi. Ça m'a beaucoup frustré d'entendre ce genre de choses. Et comme d'habitude, dans ce genre de cas, je suis allé sur Twitter et j'ai exprimé mes frustrations. Et contrairement à ce qui se passe généralement pour beaucoup de gens sur Twitter, c'est-à-dire les gens me disent « Oh mais c'est pas la peine de discuter sur Twitter, ça sert à rien, machin », eh ben comme souvent, quand je discute calmement avec les gens, que j'essaye d'argumenter, de comprendre pourquoi les gens disent certaines choses, eh ben ça a amené à beaucoup de réflexions intéressantes. Et donc, je vais vous livrer en deux secondes mes conclusions sur ce sujet. La première, c'est que il y a certes, c'est un téléphone cher, c'est évidemment le téléphone le plus cher de tous les téléphones mobiles, mais par contre, je pense qu'il est un petit peu arbitraire de dire qu'il est trop cher, parce que trop cher, ça veut dire quoi? Est-ce que ça vaut 1200 €? Sans doute pas, mais est-ce que un téléphone vaut 900 €, 1000 €? Où est-ce qu'on met la limite? 900 €, ok, mais objectivement, comme je le disais, un téléphone à 600 €, il fait exactement ou à peu de choses près ce que fera votre téléphone à 900. Donc pourquoi est-ce que à 800 ou 900 c'est acceptable et tout à coup à 1100 c'est plus acceptable? Le truc c'est que on prend en compte, on essaye de ne prendre en compte que les capacités objectives, mais ça n'existe pas dans aucun objet du monde. Les capacités objectives, c'est pas seulement ça qu'on prend en compte. Une des choses qui m'a frustré, et j'ai trouvé un exemple qui est parlant, je pense, c'est la comparaison entre les téléphones et les voitures. Et la perception qu'on a de ces deux différents marchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire le téléphone à 1200 € c'est ridicule, mais les mêmes personnes, si on leur dit il y a une Audi à 20 000 €, ils vont pas avoir, c'est même pas une question de est-ce que c'est ridicule ou pas, mais ils vont pas avoir cette même perception de ça les vaut pas. Quand on parle d'une Audi ou d'une autre voiture chère ou même d'un autre produit dans lesquels il y a des gammes où certains valent 2 fois le prix d'autres, eh ben on n'a pas forcément cette idée. Quelqu'un qui voit une Audi, il va pas pouvoir forcément se la payer, il va pouvoir estimer que c'est même une voiture très chère, mais généralement on a dans le domaine de l'automobile une image qui est oui, c'est quand même classe. Alors que franchement, soyons honnêtes, une voiture à 20 000 €, elle roule pas vraiment mieux qu'une voiture à 10 000. Une Audi, ça roule pas. Oui, on peut dire voilà, la voiture, elle est mieux finie, elle a un meilleur moteur, machin. Mais enfin, honnêtement, une Clio, ça roule très bien aussi. Donc cette
cette dualité, ce deux poids deux mesures me dérange beaucoup. Et pareil, je prenais cet autre exemple. Il y a des gens qui vont acheter de la maroquinerie très chère. Je pense au sac Louis Vuitton par exemple. Et sortons un petit peu de notre domaine de mec. Si on parle de la maroquinerie ou de produits de beauté ou ce genre de choses, oui, ça va être des trucs chers. Oui, ça va être des trucs que tout le monde ne va pas vouloir se payer ou pouvoir se payer évidemment. Mais les gens qui se les payent, on va pas dire tu jettes l'argent par les fenêtres. C'est juste c'est leur truc et c'est leur truc. Et ça leur fait plaisir. Et ce plaisir est à prendre en compte aussi. S'il est prêt à payer le truc pour se dire, bah oui, c'est ma petite fierté, c'est mon petit plaisir de geek, eh ben, c'est pas à nous, à quelqu'un d'autre, d'aller juger qu'est-ce qui est acceptable ou pas de payer pour tel ou tel truc. Je suis sûr que tous ceux qui ont critiqué ou qui ont hurlé sur l'iPhone de cette manière ont eux aussi des petits plaisirs coupables. J'ai pris l'exemple chez les geeks de, je sais pas, il y a plein de gens qui achètent des éditions collector de films ou de jeux vidéo qui coûtent le double du prix du jeu normal. Bah, il est pas mieux, le jeu, c'est le même jeu, mais c'est pour avoir la figurine ou le truc, ou alors qui achètent des figurines d'animés à 100 €, quoi, une figurine en comment ça s'appelle, enfin pas en plastique, mais je me souviens plus du matériau, mais enfin. C'est pas à moi d'aller juger si ce type ne devrait pas aller jeter l'argent par les fenêtres entre guillemets parce que il s'achète une figurine qui va servir à rien. Si ça lui fait plaisir, c'est que ça sert à quelque chose déjà parce que ça lui fait plaisir. Donc ça m'irrite particulièrement cette posture dans laquelle se mettent les gens de dire je décide que pour toi tel objet ne vaut pas la peine. C'est à chacun de décider quel objet vaut la peine. Et il y a un autre truc qui m'irrite aussi beaucoup, ça fait remonter à mon adolescence, je pense, cette idée que notre culture de geek vaut moins que les passions des autres. C'est-à-dire que, ouais, c'est un téléphone, les téléphones ça sert à rien. Passons même l'idée que c'est un mini-ordinateur dont on sert 20 heures par jour, qui va servir beaucoup plus qu'un ordinateur, qu'un vrai ordinateur en nombre d'heures. Passons même tout ça. L'idée que les jeux vidéo ça sert à rien, les ordinateurs c'est un truc de geek, c'est ridicule, on perd son temps à passer du temps sur les ordinateurs, et ça c'est un truc qui remonte à une époque où Donjons et Dragons c'était pourri, les animés japonais c'est de la sous-culture, etc., etc. Et les gens qui critiquaient tout ça étaient des gens qui ensuite, comme je le disais, allaient mettre 2 000 € sur un sac Vuitton, ou 20 000 € ou 30 000 € ou 50 000 € sur une voiture, et être super fiers de parader avec leur objet quel qu'il soit qui valait 2 ou 3 ou 10 fois le prix d'un objet qui remplissait les mêmes fonctions ailleurs. Donc ça a provoqué une réaction épidermique et je pense que là ma conclusion est assez j'espère qu'elle exprime bien les raisons pour lesquelles pour moi l'idée, oui, objectivement, l'iPhone 10 vaut le prix d'un SMIC, mais ça me dérange pas plus que ça qu'il vaille tel prix, parce qu'à partir du moment où on accepte que dans les produits, il y a des gammes de marché et que ça peut aller d'un prix à son quintuple, eh ben c'est la même chose dans tous les produits au monde ou presque. Alors tant qu'on a des produits performants et bons à des tarifs abordables, et c'est carrément le cas dans le marché des téléphones mobiles, eh ben moi ça me dérange pas qu'il y ait aussi des versions super haut de gamme, surtout que des iPhones il y en a à 400 € et des Android il y en a à moins cher encore qui sont super bons. Bref, voilà pour ma grande litanie sur ce sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maxime? Vas-y Jeff, peut-être parce que tu as un peu moins de temps, je ferai après toi. Non, bah disons ça doit te travailler parce que t'as passé plus de temps à parler de ça que le téléphone lui-même. Non, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, c'est là où tu as de l'excès, c'est tu vois les téléphones qui sont sertis de diamants, qui sont en or, machin, qui valent 20 000 $, un truc comme ça. Là, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, si tu as un téléphone qui est relativement haut de gamme en termes de performance avec ce qu'il y a à l'intérieur, parce que de toute manière, Apple augmente le prix de ses téléphones parce qu'ils vont augmenter aussi le prix de ce qui rentre dans le téléphone, puisqu'ils vont avoir un système de marge où en gros ils multiplient leur BOM, le Bills of Material, par un certain coefficient. Donc si ça coûte plus cher, c'est parce que si ça vaut plus cher, c'est parce que ça coûte plus cher à faire. Donc rien ne force les gens à acheter un téléphone, et aux États-Unis c'est 999 $, et c'est pour ça, parce que c'est la barrière mentale, je dirais, du millier de dollars qui n'a pas été franchie pour la version 64 Go.
Et puis voilà, je veux dire, rien ne force les gens à acheter autre chose qu'un téléphone à $50 s'ils le veulent. Donc je vois pas pourquoi il y a un rat là-dessus. On est d'accord, mais en France, ça a fait tellement de bruit et ça m'a tellement énervé pour toutes ces raisons que c'est vrai que j'ai ça se sent. Maxime? Moi aussi, ça m'a beaucoup énervé. Et puis, ça me dérange pas puisqu'un iPhone coûte ce prix-là, puisque de toute façon, comme tu l'as dit, dans beaucoup de catégories de produits, il y a du bas de gamme, il y a du moyen de gamme, il y a du haut de gamme et il y a du très haut de gamme. Comme ce que tu peux trouver sur l'avenue Montagne. Ça me dérange pas que, dans le domaine des smartphones, il y ait du très haut de gamme comme Apple Ouais. Et en même temps, en même temps, je veux dire, c'est un prix logique de la part d'Apple puisque l'écran OLED qui équipe l'iPhone X, il coûte 2 à 3 fois plus cher au moins que l'écran LCD. Donc, si vous voulez conserver leur marge, c'était normal pour eux de le mettre à ce prix-là. Ouais. Donc bon, je pourrais en parler pendant encore un petit peu de temps, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà beaucoup parlé d'Apple, mais j'espère que cette analyse dans la mesure au lieu de la démesure et l'énervement vous aura parlé. Si vous avez des choses à dire, à ajouter, n'hésitez pas à venir nous en faire part sur le blog de l'émission. On pourrait parler d'autres petits détails, mais je crois que on a couvert les grandes lignes et on a dit le plus important. Tu voulais dire un truc sur le chargement sans fil, Jeff, ou? Oui, donc la version chargement sans fil d'Apple, c'est basé sur une technologie de pad, c'est-à-dire on va poser le téléphone sur un espèce de machin qui vient sur le bureau, et donc il n'y a pas de câble, c'est vrai, mais ça nécessite encore un contact, donc en gros c'est un système d'aimant. Et en ce moment, alors qu'on parle, qu'on enregistre cette émission, il y a une boîte qui s'appelle Pi Charging, qui est sur mon écran, donc qui est en train de présenter à Technology Disrupt, et c'est un investissement que j'ai fait, donc full disclosure, c'est une de mes sociétés, et donc eux, ce qu'ils ont développé, c'est un système à base de champs magnétiques, où on peut charger un téléphone sur une certaine distance. Bon, c'est pas encore une distance énorme, ça se mesure en dizaines de centimètres, mais c'est la possibilité donc d'avoir et si ça vous intéresse, on pourra le mettre dans les notes, c'est la vidéo de TechCrunch. Donc vous voyez 4 téléphones et un iPad en train d'être chargés, le tout sans câble, et donc c'est une technologie du futur. C'est basé sur AirFuel aujourd'hui, ça supportera Qi d'ici quelques mois, et ce que j'espère, c'est que bientôt, quand on sera en réunion, on pourra tous charger nos téléphones et on n'aura pas besoin de se trimballer avec des câbles. Et le use case qui m'intéresse, l'utilisation qui m'intéresse vraiment, c'est dans la voiture. C'est une fois qu'on aura donc cette fonctionnalité au milieu de la voiture, on pourra charger tous nos téléphones alors qu'on est en train de conduire. On n'aura plus besoin des câbles qui se baladent partout et où tout le monde se bat pour avoir le seul câble qui est dans la voiture. Mais alors du coup, attends, que si je comprends bien, on a combien de distance? Tu dis en dizaines de centimètres, ça veut dire 20 ou ça veut dire 50? C'est plutôt aujourd'hui dans les 30, 40, 50. Ah, quand même, d'accord. Donc, et ça supportera Qi dans les mois à venir. C'est-à-dire que tous les téléphones compatibles Qi se chargeront automatiquement s'il y a un Pi Charger à on va dire 30 à 50 centimètres du téléphone. Voilà. Mais c'est magique, ça. C'est le truc qu'on entendait il y a des années. Oui, je comprends que t'es investi, parce que si ça marche vraiment, pour le coup, ça veut dire que tu as ton truc sur la table de comment dire, ta table de nuit ou ton bureau, et ta table de nuit, ton bureau, t'es dans la cuisine et tout le monde dans la famille pose des téléphones pour les charger, etc. Ou alors, in fine, lorsqu'on aura, parce que bon, ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. Et en fait, un des cofondateurs, Li Xin, qui est le CTO, a inventé cette espèce de technologie qui permet de faire du morphing de champs magnétiques, de manière à ce qu'on puisse en quelque sorte adapter le champ magnétique à la façon dont le téléphone est orienté. Donc c'est super compliqué. Donc en fait, il envoie le champ magnétique de manière directionnelle vers les téléphones pour concentrer la.
Et à ce jour, on peut charger 4 téléphones à fond, c'est-à-dire tu charges le téléphone et il se charge comme si c'était aussi rapide, comme si c'était aussi à la même vitesse que si tu le mettais un câble. Et tu peux mettre 5, 6, 8 téléphones, mais à ce moment-là, on va dégrader la vitesse de chargement parce que par définition, on peut pas battre les phénomènes physiques, c'est-à-dire qu'on a une certaine puissance qui rentre et on peut pas sortir plus de puissance que ça. Mais c'est super excitant. Et donc la première version sera compatible avec les iPhone 6, 7, 7 Plus, parce qu'on a une case spéciale. Ouais, soyons clairs. Je vois sur le site là, c'est en rajoutant une coque spéciale qui aujourd'hui. Ouais. Mais une fois que tu auras ton téléphone compatible Qi, et on a la version Qi qui sort à un moment dans le futur, mois, on va dire, dans le futur, ça fonctionnera sans coque spéciale. Écoute, alors tu es un grand ami et on se connaît depuis longtemps. Ce genre de truc, j'en entends parler depuis tellement longtemps que je t'avoue que même si tu me dis que ça marche, moi je vais attendre de voir de mes propres yeux ou des yeux de journalistes indépendants. Mais le fait que tu vois que tu me le présentes comme ça, c'est sûr que tout à coup je suis hyper intrigué et hyper intéressé parce que là c'est effectivement magique. On pense à le truc sur la table de réunion, c'est une chose, mais si t'as un pod quelque part dans la cuisine ou dans ta chambre ou machin, c'est que t'as même pas forcément besoin. Il recharge tout seul quand tu es assis à côté ou bon, ensuite il faudra voir ce que font les ondes. J'imagine que c'est pas on a déjà des ondes partout, donc j'imagine que c'est pas forcément dangereux, mais non, c'est pas dangereux, c'est la même puissance. Enfin, on n'est pas en train de tourner le rendez-vous tech sur un pitch de PyCharging, mais juste c'est la même puissance de champ magnétique que la couverture de ton iPad. Tu sais, l'espèce de petit machin qui te permet de le tenir sur le côté de l'iPad, c'est le champ magnétique, c'est le même que ce petit aimant. D'accord. Ah bah écoute, et c'est évidemment passé par des tests avec la FCC pour vérifier que c'était safe, et c'est la seule solution qui est sûre aujourd'hui, étant donné que c'est un champ magnétique extrêmement faible. D'accord, donc vous êtes déjà passé par la FCC et tout ça. Bon, écoute, oui, effectivement, on va pas passer trop longtemps là-dessus, mais il faut avouer que c'est le genre de truc qu'on attend depuis longtemps. Donc forcément, même en dehors du fait que toi tu sois investisseur là-dedans, ce qui, on le rappelle, est quand même un élément important à prendre en compte dans nos discussions, c'est un truc qui forcément va exciter les geeks de ce monde, quoi. Donc bon, c'est sur picharging.com. Et vous pouvez donc aller regarder ça. Je suis sûr qu'il y aura des articles dans la presse bientôt. Et effectivement, toi, si ça fonctionne comme ça, encore une fois, je comprends que tu es investi parce que ça peut être hyper intéressant. Yep. Bon, tu dois partir bientôt. Avant ça, quand même, est-ce que tu as un petit truc à dire sur le leak de Equifax dont on a entendu parler pas mal cette semaine? C'est une énorme société de credit rating dont vous avez aux États-Unis, ces sociétés qui estiment la solvabilité en fait des individus, des citoyens, et ils ont eu un leak énorme dû à une on va dire une maintenance extrêmement paresseuse de leur infrastructure informatique. Ils ont eu un leak énorme qui a diffusé dans la nature les informations nominatives de 170 millions. C'est entre 139 et 170 millions d'Américains. Voilà. Donc en gros, plus de la moitié de la population, quoi. Et du coup, ça a fait énorme scandale aux États-Unis. On en a beaucoup moins entendu parler ici, mais il y a en plus, les dirigeants ont vendu des actions le lendemain du moment où le leak est arrivé, enfin a été révélé en interne. Mais ça, c'était il y a 1 mois et demi déjà. Et là, il y a une investigation, une enquête criminelle qui est ouverte sur ces dirigeants. Enfin.
Mais le gros problème de ce genre de leak, c'est que ça veut dire que une fois que les hackers ont vos informations nominatives personnelles, nom, adresse, informations de numéro de sécurité sociale, etc. Et ben ils peuvent vous voler votre identité facilement, faire des opérations financières un petit peu partout. Enfin, c'est une catastrophe. Oui, et je me disais que toi, ouais. Oui, enfin, aux États-Unis, c'est une catastrophe puisque l'information, a priori, la clé d'identification qui est utilisée le plus, c'est le numéro de sécurité sociale. Et donc, le fait qu'il soit capable d'accéder le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'adresse et, pour certains, les cartes de crédit, parce qu'ils ont aussi les numéros de carte de crédit et les numéros de compte en banque, ça veut dire qu'ils ont ils ont toutes les informations pour prendre le pas sur quelqu'un, parce qu'en gros, tu appelles avec ces informations n'importe quelle hotline d'une société de carte de crédit en disant j'ai perdu mon mot de passe, voilà mes informations, et en gros on te reset ton mot de passe et on te dit ah bah tiens j'ai aussi perdu mon adresse email, voilà ma nouvelle adresse email, et puis hop, d'un seul coup on vous pique tous vos accès. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. De toutes les boîtes qui ne peuvent pas se faire hacker aux États-Unis, les sociétés de credit rating, c'est quasiment celles qui sont tout en haut. Et le fait que cette bande de gougnafiers savaient que leur version d'infrastructure, c'était un bout de logiciel qui était buggé, ils le savaient, ils ont rien fait pendant 6 semaines, et en gros les hackers sont rentrés gentiment par ce biais-là et ont volé sur des semaines des millions et des millions de données, et après, au lieu de l'annoncer au moment où ils le découvrent, ils le cachent. Effectivement, petit délit d'initié où ils savent très bien que la stock de l'action de la boîte va se casser la gueule, donc ils en vendent, histoire d'eux. Et puis, ce qui est complètement fou, c'est que effectivement, ils vont dire désolé, pardon, machin, mais c'est pas pour autant que le CEO a pas démissionné. Il n'est pas en tôle, et je pense que tant qu'il n'y aura pas des mesures extrêmes de punition personnelle des gens qui font des conneries par leur négligence sur ce genre de choses, où clairement il y a la vie de dizaines de milliers ou de centaines ou des millions de personnes peut devenir un véritable enfer, parce qu'une fois qu'un hacker est rentré dans ton compte en banque, il peut le vider et tu reverras jamais ton argent, et c'est pas protégé par les banques, etc. Tant qu'il n'y aura pas d'impact personnel, où en gros ils se retrouvent en tôle pendant des années à cause des conneries qui ont été faites, il y aura les systèmes, enfin tout ce qui est précaution, sécurité, etc. Ce sera pas pris au sérieux. Ouais, donc il faut vraiment qu'il y ait des conséquences sur ma femme qui est avocate me dit ça souvent, pour que ces choses-là soient prises au sérieux. Il faut qu'il y ait des conséquences sur les décisionnaires personnellement. Et là, effectivement, c'est pas le cas. Donc, ouais, bah écoute, bon courage. J'espère que tu n'auras pas de problème avec tout ça. Bah, mais... ils te donnent un site web. Et en gros, mon épouse et moi, on a vérifié si on était impacté. Mais de toute façon, comme on n'a aucune confiance dans ces crétins, et puis en plus, tu peux pas changer enfin, je sais même pas s'il y a une procédure pour changer de numéro de sécurité sociale. C'est ça le problème, c'est qu'une fois que tu l'as, c'est pas possible. Et donc, en gros, tu peux éventuellement faire un lock, donc mettre un verrou sur ton credit rating, mais ça met pas tes informations en sécurité pour autant. Donc franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, le seul truc que tu puisses faire, c'est mettre un verrou effectivement qui fait que tu peux pas prendre de nouveaux crédits. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les choses marquent beaucoup plus avec crédit qu'en France. Et là, donc ça n'autorise pas les nouveaux crédits. Donc au moins, tu sais que les gens vont pas pouvoir ajouter des crédits. Mais enfin, le vol d'identité, etc. Et ça, c'est un enfer, parce que une fois que ton identité a été volée, comment tu fais pour prouver que toi, tu es bien la personne qui a l'identité à la base? C'est une horreur. Sachant qu'ils ont toutes les informations pour te dire, bah, c'est moi, parce que qu'est-ce qui définit toi? C'est avoir accès à toutes les informations qui sont dans les fichiers qui ont été volés. Ouais, exactement. Donc, oui, un gros cauchemar en perspective, et on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense. Exactement. Enfin. Allez, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille à Technology Swap. Donc, c'était un grand plaisir de vous rejoindre. Félicitations encore, Patrick, merci. Ta chère épouse. Et je suis de toute façon sûr qu'on entendra parler de tout ça sur les rendez-vous tech à venir. Et puis Maxine, au plaisir de lire les nouvelles sur ton site. Ça marche. Merci. Allez, beaucoup. Bonne journée, ciao Jeff. Bon TechCrunch. Merci.
Et donc nous on continue avec avant de se lancer dans les news et rumeurs du moment, on va quand même prendre un tout petit instant pour remercier très chaleureusement les gens qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. Vous le savez, l'émission est financée par ses auditeurs, les auditeurs qui choisissent de mettre des sous dans l'émission parce que ils passent un bon moment, ils sont informés par l'émission, ils s'en servent comme outil de veille par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont pas le temps de lire toutes les news de toutes les choses tech qui se passent dans le monde, et du coup l'émission leur fournit un bon résumé facile à écouter et sympa. Il y a des gens qui sont là aussi pour les analyses qu'on va vous fournir, plus ou moins pertinentes d'ailleurs, et donc certains d'entre vous choisissent de soutenir l'émission financièrement, et ça c'est possible sur patreon.com/rdvtech. Et vous pouvez aller sur le site, ça prend 2 minutes de s'enregistrer. Vous choisissez le montant que vous donnez pour chaque épisode publié. Vous pouvez mettre une limite mensuelle. Vous pouvez vous désabonner absolument quand vous voulez. Il n'y a aucune contrainte. C'est pas comme un opérateur téléphonique qui va vous engager pendant 6 mois ou 1 an. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez augmenter, réduire, continuer, arrêter quand vous voulez. Et là, je vais remercier spécifiquement Yannick Barrère, Christophe Kamikaze, l'ami Christophe, Tristan, Philippe Torche, Matt.Corsica, Obey et Tari Rock qui ont choisi de s'engager, comme je le disais, financièrement. Et écoutez, non seulement je vous remercie vous, mais en plus ma famille et mon futur enfant vous remercient également. J'ai entendu dire que les enfants c'était pas bon marché, donc j'irais même jusqu'à dire que si vous avez hésité pendant un moment à donner, peut-être que ces prochains mois ça sera peut-être le bon moment. Ça va être des moments intéressants. Enfin bref, il va y avoir un nouveau palier pour le bébé. Tu sais quoi, on a pensé, alors pas à nommer le bébé avec un palier Patreon, on est quand même pas à ce point-là, mais par contre on a pensé à peut-être proposer aux patriotes de nommer le landau qu'on va acheter pour le bébé. Ah, bonne idée, ouais. Genre je te cache pas que les gens du Slack du Patreon ont immédiatement commencé à suggérer des noms tous plus intéressants, on va dire, les uns que les autres pour le bébé. Ça on va pas quand même aller jusque là, mais le landau peut-être, tu vois, la poussette en fait, peut-être que ça pourrait être un truc à réfléchir. On a encore du temps, on y pensera. Mais quoi qu'il en soit, si vous appréciez cette émission, si elle vous accompagne depuis longtemps, si vous l'aimez bien, patreon.com/rdvtech, $1, $2, en plus le dollar est pas trop en ce moment. Vous pouvez y aller, ça fait hyper plaisir quelle que soit la somme, et c'est ce qui me permet de continuer à faire cette émission et à faire vivre ma famille. Donc je vous remercie encore plus infiniment que d'habitude. Bon on continue avec les news. Première news sur Samsung, le Galaxy Note 8 a visiblement eu un succès inattendu, en ce sens que il se précommande à 2,5 fois plus que le Note 7. Et c'est un petit peu étonnant parce que le Note 7 au moment des précommandes, il se vendait quand même très bien, les téléphones Samsung, surtout les Galaxy, se vendent toujours bien. Mais là où c'est encore plus surprenant, c'est que la marque Galaxy Note semble ne pas avoir du tout été affectée par le scandale du Note 7 qui explose, et voire même peut-être au contraire, les gens qui avaient un Note 7 dont ils ont dû se débarrasser parce que il y avait le danger sur la gamme, se sont dit moi je vais prendre le 8 parce que le Note c'est ce que j'aime, et j'ai bien compris que c'était un problème de conception sur ce modèle spécifiquement, donc j'ai pas d'hésitation à prendre un Note 8. Donc c'était une information intéressante. Ouais. En même temps, ils ont passé très 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 souvent la pub sur comme quoi on fait des tests de batterie en 8 étapes. C'est bien sûr, oui. Et ça a été bien reçu du coup. Ce qui était, vu le cynisme des gens en général, je me suis dit que ça serait pas forcément le cas, mais ils ont réussi à changer la perception du truc, ce qui était pas donné en une année. Je trouve qu'ils sont vachement bien démerdés. Oui, ils ont bien rétabli.
Ils ont aussi annoncé qu'ils avaient le but de faire un téléphone pliable l'année prochaine, pas l'année dernière, on voyage pas encore dans le temps. Donc l'année prochaine, sous la marque Galaxy Note, et donc ils auraient un téléphone avec écran pliable, et donc un téléphone pliable sous la marque Note. Donc à voir l'année prochaine s'ils vont réussir ou pas. Microsoft serait en train de préparer des annonces pour la Surface à la fin du mois d'octobre, donc des nouveaux modèles de Surface. On a aussi l'information selon laquelle Google préparerait l'annonce c'est confirmé maintenant, du nouveau Pixel en début octobre, ça serait le 4, la conférence d'annonce du nouveau Pixel, et Amazon qui serait en train de préparer une nouvelle Fire TV, donc leur boîtier connecté à la télé, qui serait 4K HDR, donc comme tous les autres boîtiers qui sont 4K HDR aujourd'hui. Et il y aurait aussi un petit dongle comme le Chromecast qui serait en préparation. Et d'autres choses encore, donc voilà, Amazon n'abandonne pas ce type de produit. Donc il y a beaucoup de choses encore qui se préparent au niveau matériel. L'automne continue à être intéressant. L'EFF a annoncé, alors ça vient de tomber et c'est assez énorme, qu'il quittait le W3C. Alors le W3C c'est quoi et l'EFF c'est quoi? W3C c'est l'organisme international indépendant qui s'occupe de la régulation des standards du web, du WWW en fait. Et l'EFF c'est un organisme extrêmement connu et extrêmement on dit well regarded en anglais, je veux dire reconnu même, et apprécié, qui défend les libertés sur Internet et sur les domaines numériques en général. C'est l'Electronic Frontier Foundation. Et ils ont publié une lettre ouverte au directeur et à l'équipe du W3C. C'est pas n'importe qui, hein, le W3C, c'est énorme. Regrettant le fait que le W3C avait intégré les DRM, donc la gestion de droits numériques, qui va permettre aux éditeurs de contenu de décider si vous avez le droit ou non de regarder telle vidéo ou d'écouter tel MP3 ou d'activer tel logiciel, tel jeu sur le web, donc de mettre des restrictions sur les pages web sans outils extérieurs. Donc il l'intègre dans les standards du web. Et l'EFF était extrêmement opposé à cette décision. Ils l'ont exprimé avec beaucoup de force quand elle a été proposée il y a quelques années, et ils regrettent dans la lettre que les grandes entreprises qui font partie du W3C, parce que bien sûr c'est un consortium qui regroupe énormément d'acteurs du web, ce qu'ils disent c'est que les grandes entreprises de ce consortium ont eu beaucoup plus de poids que les autres membres et ont réussi à imposer cette décision sans accepter les compromis que proposaient les autres membres, dont bien sûr l'EFF. Et sur ce point de discorde extrêmement fort, l'EFF a donc décidé de quitter le W3C. Alors, il y a d'autres choses à prendre en compte et d'autres choses à voir, j'en suis sûr, mais là ça vient de tomber il y a quelques heures, donc j'ai pas encore eu le temps de lire et de voir toutes les analyses, mais je tenais à vous en faire part parce que c'est vraiment un signal, le signal le plus fort que pouvait exprimer l'EFF, qui encore une fois est considéré comme le gardien des libertés sur Internet. Ce sont ceux qui se battent pour les libertés sur Internet. Et donc ça, c'est un petit peu un coup de tonnerre dans cet univers. Alors, pour être complètement honnête, il faut signaler que ce standard qui s'appelle Encrypted Media Extensions, donc EME ou IMI en anglais, la raison pour laquelle le W3C a accepté de l'implémenter, c'est que ça permet de proposer du contenu qui ne serait pas proposé s'il n'y avait pas cette possibilité de contrôle. On peut penser par exemple à Netflix,
qui utilisent les DRM et tout le monde s'en accommode. C'est-à-dire que ils ont le contrôle sur ce que vous allez voir. Ils peuvent vous envoyer du streaming, vous autoriser à télécharger certaines vidéos sur votre iPad, mais c'est pas des fichiers dont vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Pareil avec tous les services de streaming de musique, ils sont bardés de DRM. Donc on connaît bien le rôle entre guillemets néfaste des DRM. On a souvent tendance à occulter les possibilités qu'ouvrent aussi les DRM. Et tout cet univers du streaming a été permis par ces DRM. On pense par exemple à d'autres domaines comme les BD sur les applications comme Comixology ou toutes les applications sur mobile ou même sur le web de BD. Eh ben elles sont rendues possibles que grâce au DRM. La plupart des éditeurs ne vont pas accepter juste de vous envoyer le fichier et puis vous faites ce que vous voulez. Alors il y a tout un débat à avoir là-dessus. Je suis pas en train de dire que bien sûr qu'il nous faut des DRM, pas du tout. Je pense qu'il y a une vraie argumentation justifiée de la part de l'EFF, mais il est important aussi de savoir que c'est pas uniquement les DRM, c'est le contrôle diabolique de vos contenus. Ça peut aussi avoir des effets intéressants parce que je pense pas que qui que ce soit va dire Netflix, c'est des ogres qui contrôlent votre contenu vidéo. Donc voilà le petit bémol, mais il n'empêche le fait que l'EFF quitte le W3C, c'est énorme comme décision. Maxime, c'est pas trop ton domaine, toi, Non, pas trop. Je découvrais en même temps que toi en t'écoutant, en fait. Okay. D'accord. Bah écoute, voilà, comme ça, comme certains de nos auditeurs, j'en suis sûr, tu découvriras l'importance de cette annonce. Et bah c'est aussi pour ça que c'est vous êtes venu pour du Apple et vous repartez avec de l'EFF. Comme quoi, vous voyez, on apporte des choses intéressantes. Il n'y a pas que des téléphones au prix d'un SMIC dans l'émission. Tiens, autre truc important, on a beaucoup parlé de cette question de Google condamné par l'Union européenne pour une position anticoncurrentielle sur les offres les comparaisons de produits. Vous savez, le fameux Google Shopping. Et Google donc disait qu'ils offraient on en a déjà parlé, allez réécouter les autres épisodes parce que je vais pas refaire toute l'explication en entier, mais en gros, les concurrents disaient qu'ils n'avaient pas accès à ce marché de comparaison de prix parce que Google proposait son propre service en haut des pages des résultats de recherche. Alors, il semblerait, selon les sources du Wall Street Journal, que Google accepte finalement les décisions de l'Union européenne et propose comme compromis de mettre en vente en fait cette position et limite la capacité des résultats proposés par Google à un certain niveau de tarif. Et donc les autres places dans cet emplacement sur la page web seraient proposées comme les publicités sont proposées ailleurs sur Google. Alors bien sûr ça fait de l'argent à Google, mais en même temps ça ouvre la place sur leur propre plateforme, ce qui pourrait satisfaire les uns et les autres. À voir si ensuite les autres personnes, enfin les autres sociétés qui proposent des moteurs de recherche vont pas dire ah oui mais du coup il faut payer pour avoir accès au truc, donc on n'est pas tellement d'accord. Ça c'est une autre question sur laquelle on pourra discuter. Quoi d'autre LinkedIn va lancer son Audience Network. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper intéressant, mais c'est un réseau de pubs qui marche comme les pubs que propose Google, Facebook, etc. Donc vous pourrez être suivi par LinkedIn partout sur le web, c'est-à-dire qu'il y aura, si vous êtes logué sur LinkedIn, eh ben la pub qui va s'afficher sur un autre site web que vous allez voir aura accès à votre profil, vos informations LinkedIn, et donc vous allez pouvoir targeter par LinkedIn de la même manière que vous êtes aujourd'hui targeté par Google qui a votre profil ou Facebook qui a votre profil, etc. Donc voilà, LinkedIn se lance aussi dans cette course. J'imagine qu'ils ont quand même beaucoup d'informations sur vous, donc ça sera quelque chose d'assez efficace, je pense. Je dis ça avec beaucoup d'entrain. Je suis sûr que la plupart des gens ne seront pas forcément aussi heureux de cette nouvelle opportunité d'être suivis partout. Mais bon, à la limite, si ça permet d'avoir des pubs, c'est pas que ça va mettre plus de pubs, c'est juste que les pubs seront mieux ciblées. Comme vous êtes déjà suivis partout sur Internet, qu'est-ce que ça change, hein, n'est-ce pas?
On est d'accord. On n'est plus à ça près. Hein. Voilà, exactement. Quoi d'autre? WhatsApp est en train de se transformer petit à petit en application de relations clients. C'est-à-dire que ils ont annoncé qu'ils allaient autoriser les sociétés à vous contacter par WhatsApp. Enfin, à vous contacter. Peut-être qu'il faudra que vous les contactiez en premier, mais c'est vrai que dans de nombreux pays, il y a énormément de services clients qui passent par les réseaux sociaux et par les applications de messages privés. Alors, on s'en rend compte, nous, par Twitter. Pour ceux qui utilisent Twitter, c'est assez efficace comme système de relation client. Hein. Souvent, c'est plus efficace que même le fait d'appeler un service client qui est surchargé. Souvent, ça va plus vite par Twitter. Et il y a énormément de pays où même, je parlais avec un ami thaï qui m'expliquait que en Thaïlande, les achats se font par message privé, c'est-à-dire que vous allez quand vous voulez acheter quelque chose, vous contactez quelqu'un du service client par messagerie privée, vous effectuez un paiement par votre banque, par transfert bancaire, vous prenez par exemple une photo, vous donnez le code de la transaction et la personne qui est à l'autre bout du fil, en quelque sorte, va valider la transaction et donc vous envoyez votre truc. Et pour eux, l'idée de passer par un panier et de cliquer sur un truc automatisé, c'est pas juste que c'est bizarre, c'est que comment on peut faire confiance à ce système si on n'a pas parlé à quelqu'un? C'est vraiment marrant la perception différente qu'on a de ce genre d'action, parce que nous on se dira bah c'est chiant d'aller parler à quelqu'un, il va falloir que je fasse d'abord la transaction machin et puis ensuite je vais lui envoyer le document pour prouver que truc. Mais en fait, pour eux, ça les rassure énormément d'avoir quelqu'un de vrai de l'autre côté du client de message privé. Donc bon, voilà, WhatsApp se met aussi sur ce marché, peut-être pour d'autres types de pays, et peut-être pour nous aussi, peut-être que ça va marcher parce que comme je le disais sur Twitter, ça marche quand même beaucoup. Slack a lancé le programme de channels partagés. Alors vous connaissez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent Slack depuis le temps qu'on en parle. Ils ont énormément évolué. Hein. À l'époque, je suis sûr qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui connaissaient pas. Et ben aujourd'hui, vous êtes très nombreux à l'utiliser. C'est un système de communication dans les sociétés qui est aussi utilisé par beaucoup d'autres types d'organisations, les patriotes notamment, hein, comme j'en parle souvent. Eh ben, il y a des chaînes qui sont partagées entre sociétés et je trouve ça hyper malin parce que si vous êtes une société qui travaille souvent avec une autre société et que vous avez deux Slack différents, une par société, eh ben ça peut être utile d'avoir un channel auquel vous pouvez vous connecter qui va connecter des utilisateurs des deux sociétés différentes. Donc voilà, ils ont lancé ça, ils ont aussi lancé le soutien, enfin l'implémentation du français, allemand, espagnol, etc. Ils continuent à grossir de manière insolente. Ils ont 6 millions d'utilisateurs quotidiens et ils ont levé 250 millions d'euros de plus à une évaluation de 5,1 milliards de dollars alors qu'ils étaient à 3,8 en avril 2016. Donc c'était il y a un peu plus de, enfin il y a un an et demi environ, mais voilà la progression de 1,3 milliard de dollars en un an et demi. Tout va bien pour Slack, on va dire. Quoi d'autre The Event. The Event est un événement qui a rassemblé de nombreux gamers il y a quelques semaines de ça. Ils ont, enfin il y a même pas, il y a une semaine de ça, ils ont fait à l'initiative d'un streamer spécifique qui s'appelle Zerator. Je vais pas dire de bêtises, hein, c'est bien Zerator. Et ils ont en fait fait une sorte de marathon de dons, une sorte de, comme on en connaît souvent, hein, ce genre de truc, où ils ont joué pendant je crois que c'était 24 heures ou un peu plus, et ils ont réuni 450 millions d'euros pour les sinistrés de l'ouragan Irma. Et c'est assez significatif parce que c'est un événement qui a été beaucoup relayé dans la presse et ils ont c'est un événement qui, comment dire, présente les gamers et le jeu vidéo sous un jour positif. Et bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, ma jeunesse de
dans ma jeunesse, les jeux vidéo, c'était pas forcément considéré comme quelque chose de très positif. Et là, ça fait plaisir de voir que les gens se rendent compte que les communautés de gamers peuvent aussi faire des choses bien, hein, pas que passer du temps à jouer tout seul dans leur chambre ou dans leur cave. Donc voilà, ça s'appelait The Event. Je voulais juste mettre un petit coup de projecteur dessus. Et puis enfin, en conclusion, un petit mot sur le fait que il y a une sorte de coalition d'efforts qui se coalescent, on va dire, autour de la proposition de la France de modifier les lois de la fiscalité européenne de manière à... Pardon ? Collabore, tu veux dire? Oui, qui collabore, c'est-à-dire que on a eu cette idée de plutôt que de taxer les profits des grandes sociétés, l'idée ce serait de taxer les revenus, donc le chiffre d'affaires en gros. Et alors bien sûr les taux seraient différents, mais ça permettrait de contourner les contournage de certaines sociétés qui, dans l'Union européenne, vont mettre les profits que dans une partie de l'Union européenne, alors que les revenus sont bien sûr dans tous les pays où ils font du business. Alors je ne sais pas si ça marchera exactement, il faudra voir où ça va, mais comme je le disais la dernière fois, c'est une idée qui me plaît moi. Pourquoi ? Pas pour l'idée de taxer pour taxer, mais pour l'idée de gérer la taxation au niveau européen, dans un cadre où l'optimisation fiscale se fait au niveau européen. Donc le fait que tous les pays travaillent ensemble pour harmoniser ou trouver des systèmes qui permettent de taxer plus justement les grandes sociétés de manière concrète et pas juste de dire ils devraient payer plus parce que ça serait mieux ou ça serait plus moral ou ça serait, on sait très bien que concrètement c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, si on vous donne une demi-part de plus, vous allez pas dire non je vais payer plus parce que entre guillemets ça serait plus moral. Non, vous suivez les lois de votre pays. Et très souvent, quand on considère que les grandes sociétés, pas que les sociétés de la tech d'ailleurs, ne payent pas dans le pays, c'est parce qu'ils font de l'optimisation fiscale, qui est pas exactement, qui est pas du tout la même chose que du détournement fiscal. Et on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est légal, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que légalement, on puisse aligner le fonctionnement de l'Union européenne sur ce qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je le répète encore une fois, je pense que c'est la bonne voie d'aligner ça et d'obtenir la collaboration de tous les pays membres. Bon, bien sûr, ensuite, certains vont me dire il faut qu'on réunisse tout le monde et ça va pas être facile. Et sur ce point, je suis encore assez d'accord. Mais c'est pour ça que c'est enthousiasmant que d'autres pays commencent à se réunir autour de la proposition française. Peut-être que ça créera un consensus et qu'on réussira à arriver quelque part pour qu'enfin on n'ait plus ces problèmes récurrents d'optimisation fiscale qui font scandale et qui, qu'on soit d'accord ou pas avec les intentions, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un dysfonctionnement du système aujourd'hui. Donc pour moi, ça c'est la bonne manière de gérer ce dysfonctionnement. Et sur cette dernière news, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission. J'aimerais remercier évidemment Maxime d'avoir été avec nous, même si patiemment tu m'as écouté parler de tous ces sujets politiques et polémiques. Merci. C'est bien parce que j'apprends des choses en même temps. Donc Écoute, c'est le but. Donc, merci d'avoir été là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut du coup te retrouver sur l'internet, si les gens veulent plus d'informations sur la mobilité? Alors, vous pouvez me retrouver sur Mobile Addict, tout attaché. Je fais de la vulgarisation un peu sur la nouvelle technologie mobile et j'apprends aux personnes à mieux utiliser en fait leur iPhone ou iPad. Vous pouvez me trouver sur Twitter, c'est iRumeur, et sur le site bien évidemment sur iphone.fr sans E. C'est le site que je suis depuis le lancement de l'iPhone, en fait. Ça a été lancé la même année, en fait, en 2007 que le premier iPhone. Ouais. Et j'avoue que ça fait maintenant donc 10 ans que je suis ce site et c'est vrai que c'est ma référence. Alors ce qui est super pratique sur iPhone.fr, c'est que ils écument tous les sites de news iPhone et ils viennent souvent les sites anglophones d'ailleurs qui ont les news à l'instant où elles sortent,
Et comme il y a une rapidité incroyable des rédacteurs de iPhone.fr, on a les infos directement avec les accès aux sources, bien sûr. C'est pas qu'ils vont prétendre que qu'ils ont la news directement, donc ils font pas de la récupération un petit peu cradoc, mais il y a toujours l'accès aux sources. Donc non seulement je peux avoir les infos, mais quand je veux avoir la source de l'info, j'ai toujours accès à ça. Donc c'est un truc que j'apprécie énormément. Donc merci beaucoup à toi qui en écrit pas mal de news sur ce site-là. C'est souvent le petit Tesa qui est derrière les news que j'apprécie. Écoute, merci de m'avoir invité. J'étais ravi de venir. Merci à toi d'avoir été là. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur frenchspin.fr si on a dit des choses qui vous ont intrigué, énervé, avec lesquelles vous étiez d'accord sur l'iPhone justement, qui a fait encore une fois échauffer les esprits de certains. Si vous pensez qu'on a été trop sage sur l'iPhone, si vous auriez aimé qu'on fasse un petit peu plus de polémique pour le principe de la polémique, hein, du buzz facile, on aurait pu. Vous savez que c'est pas tout à fait notre ADN. Mais bon, si vous avez des choses à dire, d'ailleurs, ce que vous pensez tout simplement de cet iPhone, si vous pensez qu'il est trop cher, prix normal, intéressant, pas intéressant, vous le trouvez justement innovant par certains points. Peut-être que on a des choses qu'on n'a pas évoquées dans notre demi-heure de discussion sur l'iPhone que vous vouliez mettre en exergue. Vous pouvez venir sur frenchspin.fr comme toujours. Vous pouvez également aller laisser des commentaires sur iTunes. Ça, j'apprécierais énormément. Si vous laissez des commentaires sur iTunes, ça aide beaucoup. Et vous pouvez le faire donc depuis n'importe quel iPhone ou PC ou que vous soyez. Vous pouvez faire comme par exemple Simon Barrett ou Thierry qui sont venus laisser 5 étoiles avec des commentaires comme le top des podcasts techno ou incontournable. Que dire de plus? Merci à vous deux. J'insiste, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires sur iTunes, ça aide énormément dans les différents classements. Donc vous pouvez toujours faire ça. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech. Si vous vous dites que ça fait longtemps qu'on s'écoute, qu'on passe du temps ensemble et que le moment est venu maintenant en 2017 de devenir patriote, si vous appréciez l'émission, si vous rigolez, si vous apprenez des choses, peut-être pensez à aller faire un petit tour du côté de Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes et ça aide énormément. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, je vous fais d'énormes bises et je vous dis bien sûr comme toujours à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao tout le monde.